Ça fait plus de 7 ans que je suis en Thaïlande et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai ouvert plusieurs restaurants en Thaïlande, comment est-ce que j'ai investi plus de 8 chiffres en immobilier en Thaïlande. Je vais vous parler également d'investissement dans des banques privées ici encore une fois en Thaïlande qui me permettent d'investir en Asie-Pacifique, mais plus particulièrement dans des pays émergents comme par exemple Vietnam, Cambodge, Thaïlande, etc. sur les marchés financiers avec des frais qui sont extrêmement faibles dans des devises qui sont décorrélées du dollar. Commençons avant tout avec les restaurants. Alors mon expérience des restaurants a commencé il y a de ça un peu plus de 2 ans où j'ai ouvert le premier restaurant qui s'appelle Lava, donc qui est un steakhouse que je n'ai pas ouvert tout seul. J'ai ouvert en association avec des partenaires qui sont français et thaïlandais. Vous allez voir, c'est important de le comprendre pour la suite. Et à la suite de ça, avec les mêmes associés, j'ai ouvert un autre restaurant qui s'appelle Bianca, qui est un restaurant italien, qui lui se trouve dans un centre commercial. Et donc, d'ici ces prochains jours, nous lançons un nouveau restaurant italien qui s'appelle lui aussi Bianca, qui va être lancé dans un complexe de différents buildings qui n'est pas juste un centre commercial, mais un mélange de bureaux, centre commercial, condominium de luxe, tout ça mélangé avec une très belle vue sur le Lumpini Park. Tout ça pour vous dire que dans la restauration, je suis pas celui qui m'y connaît le plus. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que au moment où je vous filme cette vidéo, on a plus de 800 clients par jour dans nos restaurants. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que il est préférable en Asie-Pacifique et plus spécifiquement en Thaïlande, ne pas essayer de faire du fine dining, c'est-à-dire de faire des produits d'extrêmement haute qualité, un truc très exclusif avec très peu de clients. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas perdurer dans le temps. C'est-à-dire que ce qu'ils aiment les gens en Asie, c'est lorsqu'un nouveau restaurant qui ouvre, dégommer la carte, donc ils vont tout goûter, tout tester, et si vous ne leur donnez pas envie de revenir, eh bien tout simplement, ils vont pas revenir et puis ils vont pas consommer régulièrement. Donc ce qui va fonctionner plutôt en Thaïlande, ça va être les petits plats qui vont être vendus à un prix normal d'un plat et à une très bonne qualité. Pourquoi ? Tout simplement déjà parce que l'appétit des clients en Asie est moindre que en Europe. Donc ne venez pas avec vos idées de plats européens en Thaïlande pour ouvrir un restaurant. Typiquement, celui qui avait lancé son kebab énorme avec plein de frites et plein de sauces, c'est pas du tout le genre de truc qui va fonctionner. Je vous invite plutôt à avoir des options qui vont pouvoir permettre de mélanger un petit peu les goûts qui se font ici en Asie avec la cuisine qu'on va avoir en Europe. Maintenant, j'aimerais répondre à une question qui m'est souvent posée par les personnes qui veulent ouvrir un restaurant en Thaïlande ou en Asie du Sud-Est d'une manière générale. On me demande comment ça se passe avec la police. Alors, non, vous n'avez pas forcément besoin de donner de dessous de table, mais cela peut arriver dans certains cas. Je vais vous donner quelques grandes lignes pour que vous compreniez. Si vous ouvrez un restaurant avec beaucoup d'activités nocturnes où votre business principal c'est l'alcool, ça va créer du bordel dans la rue. Ça va embêter les autres personnes dans la rue. La police, c'est un petit peu c'est un petit peu l'intermédiaire qui va vous permettre de contrôler toutes les éventuelles tensions qu'il peut y avoir et aussi fermer un petit peu les yeux sur ce que vos clients peuvent faire dans la rue et puis du coup vous évitez de devoir fermer parce que vous avez des clients qui sont bourrés et qui font n'importe quoi. Maintenant, si vous avez tout comme moi des restaurants dans des centres commerciaux, il n'y a absolument pas besoin de payer quoi que ce soit qui est associé à ça. Et si vous avez des restaurants par exemple tout comme moi qui sont aussi en dehors des centres commerciaux, bien là ça va dépendre de quelle est la vraie nature de votre business et qui sont vos clients. Cependant, je viens rebondir sur quelque chose qui est extrêmement important, c'est d'avoir, si possible, un partenaire local qui est extrêmement puissant, influent. Alors, moi personnellement, je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo de comment j'ai trouvé mes partenaires influents, puissants dans des pays d'Asie du Sud-Est qui me permettent de très bien dormir la nuit et que personne ne me cherche des noises avec mon business. Mais autant vous dire que les personnes que vous avez besoin de rencontrer sont très souvent dans des établissements, par exemple de titres nocturnes, ou alors qui sont dans l'immobilier, et généralement c'est des business de famille. Et si vous donnez des parts de votre établissement à ces personnes-là, vous pouvez être sûr qu'ils vont vous aider en cas de pépin. Mais ça, c'est uniquement vrai. Vous avez uniquement besoin de ça si vous êtes dans un type de segment de business qui est un petit peu alternatif, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, je vais vous dire pourquoi 80% des restaurants qui ouvrent en Asie du Sud-Est et particulièrement en Thaïlande ferment avant la première année. Et tout ça, c'est lié à la culture et la compréhension du marché. Je vais vous donner un exemple très concret. Quand un Européen, particulièrement un Français, vient à Bangkok ou va dans les îles style Koh Samui pour ne citer que ça ou Phuket, eh bien la plupart du temps, les gens viennent avec leurs idées, avec leur manière de penser
Et ce que je peux voir, c'est que les personnes qui arrivent fraîchement en Thaïlande, qui ouvrent un restaurant, elles se plantent et c'est à chaque fois basé sur l'incompréhension de la culture, l'incompréhension du marché. Et donc ça se retranscrit sur deux choses. Un, le concept du restaurant et la carte. Et ce qui va pas marcher, c'est le marketing. Je vois énormément de restos qui se lancent, qui sont ultra stylés, qui sont trop bien pour les Européens. Par contre, on est en Asie et faut savoir quand même que ici en Asie, y a les Asiatiques, ils ont aussi énormément d'argent. Et donc, si vous faites un business uniquement fait pour les étrangers, vous risquez de passer une très mauvaise saison des pluies. Par contre, si vous vous attaquez davantage au marché local, eh bien, comme les locaux sont tout le temps ici, eh bien, votre business va être beaucoup plus stable. Maintenant, je vais vous parler sans trop rentrer dans le détail de la partie financière. Pourquoi? Parce que j'ai aussi des associés et on souhaite tout simplement garder la confidentialité sur nos performances qui nous regardent que nous au final. Un restaurant, vous pouvez vous attendre si vous faites du volume à quelque chose comme entre 30 à 40% si vous faites quelque chose style restaurant. Par contre, si vous faites quelque chose style fast-food, vous pouvez avoir des marges, par exemple, allant jusqu'à 60%. Si vous êtes dans un centre commercial, vous allez devoir la plupart du temps payer votre loyer en pourcentage de votre chiffre d'affaires et vous allez avoir une base fixe. Donc, dès que vous allez dépasser un certain chiffre d'affaires, tout simplement, le loyer que vous allez payer va être payé en pourcentage et si votre chiffre d'affaires n'est pas très haut, tout simplement vous avez un minimum à payer de loyer en fonction également de votre projet. Est-ce que vous avez aussi les contacts pour être éligible à louer un emplacement dans un centre commercial? Parce qu'effectivement, c'est pas parce que vous avez de l'argent ou que vous avez envie d'ouvrir un restaurant que vous allez pouvoir avoir la meilleure localisation. Il y a beaucoup de réseautage et de copinage en Thaïlande et donc si vous n'avez pas ces contacts, vous pouvez oublier le fait d'avoir une bonne localisation. Pour vous donner une petite idée, lorsque vous allez ouvrir un restaurant dans un centre commercial, en fonction de l'emplacement et en fonction de vos relations avec la personne qui s'occupe de vendre les emplacements d'un shopping mall, vous pouvez vous attendre à quelque chose aux alentours des 20%. Je ne dis pas que c'est ce que l'on paie, je vous dis tout simplement que vous pouvez vous attendre à quelque chose comme 20%. Vous pouvez payer seulement 10% mais vous avez une mauvaise localisation dans un centre commercial, ou alors vous pouvez payer 30% de votre chiffre d'affaires et avoir par exemple la meilleure localisation dans un centre commercial. Mais pour cela, vous avez besoin de savoir convaincre la personne en charge de distribuer les différentes localisations aux différents restaurants. Maintenant, combien est-ce que ça coûte d'ouvrir un restaurant? Je vais vous parler budgétisation. Si vous avez un budget qui est avoisinant les 300 à 500 000 euros, préférez ouvrir un restaurant plutôt dans les îles. Je pense à Koh Samui, je pense à Phuket. Si vous ouvrez un restaurant dans le plein centre de Bangkok, mon expérience me permet de vous dire que il faut au minimum 1 million d'euros. Je sais que ça paraît beaucoup, d'autant plus quand on apprend que pour 1 million d'euros, on n'est même pas propriétaire du local et je vais vous expliquer pourquoi et comment se répartit ce budget d'1 million d'euros. Sur 1 million d'euros, sur un restaurant que vous allez ouvrir à Bangkok, vous allez probablement avoir aux alentours de 250 000 euros qui vont être dédiés à le paiement du loyer, etc. Alors vous allez pouvoir, en fonction, encore une fois, de vos relations, essayer de payer un petit peu plus tard le loyer ou le diminuer, etc. Mais si vous n'avez jamais ouvert de resto, comptez 250 000 euros qui vont partir en loyer sur les 3 premières années. Ensuite, comptez 250 000 euros pour les rénovations. Et ça, encore une fois, c'est vraiment variable en fonction de la taille de votre restaurant. Ensuite, comptez 250 000 euros environ pour l'équipement de votre restaurant qui est spécifique à votre restaurant. Ça peut être par exemple, si vous avez une boîte, ça peut être les lumières, ça peut être les écrans. Si vous avez un restaurant, ça va être la cuisine. Si vous avez un bar, ça va être les matériaux du bar qui font que ce soit différent des autres bars, ou par exemple le système sonorisation, etc., etc. Ensuite, vous allez avoir un budget qui va être aussi aux alentours de 250 000 euros sur une période de au moins 2 ans. Tout simplement parce que les 2 premières années où vous ouvrez à Bangkok, il va falloir vraiment envoyer la balle en termes de pub. Et j'ai vu énormément de très beaux restaurants, de très belles boîtes de nuit, de très beaux bars qui ont ouvert et qui malheureusement n'avaient pas assez de budget en marketing. Eh bien, ils ont mis la clé sous la porte en moins d'1 an. Parce qu'encore une fois, beaucoup de personnes oublient ce budget marketing. Alors avec tous les chiffres et toutes les infos que je viens de vous donner maintenant, je préfère être honnête avec vous, ne vous lancez pas dans la restauration et d'autant plus à Bangkok. Surtout si vous n'avez pas d'expérience, très peu d'expérience ou si juste votre budget il a un peu ric-rac, ne le faites pas. Pourquoi? Parce que c'est un vrai métier,
c'est très compliqué et c'est surtout extrêmement compétitif. J'ai énormément de chance d'avoir des associés qui sont extrêmement bons et qui ont beaucoup d'expérience. Et donc, je tiens tout de même à vous rappeler une chose, c'est que la restauration, c'est un des milieux les plus compétitifs, d'autant plus en Asie du Sud-Est et particulièrement en Thaïlande. Maintenant, j'aimerais vous parler d'immobilier en Thaïlande et je vais répondre à une question qui m'est très souvent posée. Est-ce qu'on peut devenir propriétaire d'un terrain en Thaïlande? La réponse est non. Vous allez trouver d'autres réponses sur Internet, vous allez trouver d'autres réponses en contactant des cabinets d'avocats qui veulent juste prendre de l'argent, mais je vous le dis, la Thaïlande n'autorise pas les étrangers à posséder des terrains. Fin de la conversation. Si des gens veulent passer par des chemins alternatifs, eh bien ce sera à leur risque et péril plus tard. Oui, il y a des gens qui le font. Est-ce que c'est risqué? Oui. Est-ce que je le recommande? Non. Est-ce que des gens de mon entourage le font? Oui et non. Est-ce que la loi peut changer? Oui. Est-ce que les contrôles peuvent aussi s'intensifier? La réponse est oui. Est-ce que les gens peuvent perdre la propriété de leur terrain en jouant avec la loi? La réponse est oui. Fin de la parenthèse sur les terrains. Donc moi personnellement, vous l'avez compris, je n'investis pas dans des terrains en Thaïlande. J'investis plus précisément dans un segment unique qui est les condos de luxe en plein centre de Bangkok. Et donc, quelques années après avoir investi dans des biens immobiliers de luxe à Bangkok, eh bien, je peux vous dire que en termes de rendement, c'est excellent. Là, aujourd'hui, tous mes appartements sont loués, ils sont aussi à vendre. Et ce que j'ai pu observer, c'est que, en effet, c'est super facile de trouver des locataires qui payent des gros loyers. La plupart des loyers que je reçois dans mes appartements sont entre 3 500 et 4 500 euros par appartement. Pourquoi est-ce que je ne le fais plus? Parce que aujourd'hui, il y a énormément d'appartements de luxe qui sont en train d'être construits à Bangkok et que je n'ai plus la visibilité sur le nombre de visas Thai privilèges qui sont achetés chaque année. Donc, ce que je peux observer, c'est que je ne sais plus combien de nouveaux millionnaires arrivent et d'un autre côté, je ne sais pas quelle est réellement la nouvelle supply qui va arriver d'ici 2 à 3 ans à Bangkok avec le nombre de condos d'immobilier supérieur à $1 million par appart. Tout ça pour vous dire que c'est quelque chose que je fais de moins en moins et donc je ne vous le recommande pas. Mais si vous l'aviez fait comme moi il y a de ça quelques années, eh bien effectivement c'était le bon moment d'acheter. Maintenant, si vous achetez pour la résidence principale ou secondaire, pourquoi pas? Si vous souhaitez faire un investissement, personnellement j'irai plutôt dans les îles sur Phuket avec un leasehold par exemple sur 30 ans ou 60 ans. Là, la loi en Thaïlande est en train de changer pour augmenter justement la période des leaseholds, ce qui vous permet de louer un terrain, faire construire une villa dessus, mettre en location la villa, ou alors tout simplement vendre la villa avec le leasehold. Là, réellement, il y a de l'argent à prendre, mais sinon, à Bangkok, dans le condo de luxe, moi j'irais plutôt sur la résidence principale et pour de l'investissement dans les îles avec du leasehold. Alors je reçois aussi souvent une question qui est: Théo, comment est-ce que je fais pour récupérer mon argent qui est en Thaïlande et l'envoyer par exemple sur un compte à l'étranger? Je ne vais pas vous l'apprendre, mais quand vous investissez dans des pays émergents, comme par exemple certains pays en Nord-Afrique ou certains pays en Amérique latine ou certains pays en Asie du Sud-Est, vous parfois ne jouissez pas de la même flexibilité, liquidité avec vos finances. Autrement dit, certaines banques ou certains États carrément ne veulent pas que vous sortiez de l'argent. Par exemple à Dubaï, où j'ai entendu beaucoup de personnes qui voulaient investir à mes côtés dans différents projets et qui justement n'arrivaient pas à sortir leur argent de banque aux Émirats Arabes Unis. Donc tout ça pour vous dire que en Thaïlande, je sais de quoi je parle parce que j'ai cash out des millions et des millions de dollars que j'ai envoyés sur des comptes par exemple à Singapour ou que j'ai envoyés aux États-Unis. Et donc, je peux vous le dire, c'est possible, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Avant de vous donner la réponse, je vous mets 2 liens dans la description de la vidéo. Le premier lien, onlineasset.com. Vous pouvez me rejoindre sur des opérations de private equity. C'est mon métier principal. J'investis dans des business en ligne. On les améliore, on les exploite, on les revend et on redistribue une partie du profit équitable au nombre de parts qu'ont acheté les différents investisseurs. Vous retrouverez également un deuxième lien qui est un lien d'une formation qui va vous permettre de prendre le contrôle sur vos finances et réellement de faire travailler l'argent pour vous plutôt que de travailler pour lui. Et maintenant, comme promis, je vais vous dire comment sortir de l'argent des pays émergents vers des pays comme par exemple les États-Unis, Singapour ou même la France. Si jamais vous avez un petit grain de folie qui vous passe par l'esprit, eh bien, je vais vous donner la solution maintenant. La solution est quasiment la même dans tous les pays émergents. Alors, vous avez la solution, je vais dire le plan B, qui est vous allez toujours trouver quelqu'un qui va vous permettre de faire un dépôt en cash
et de récupérer ce cash et de vous le renvoyer quelque part. Vous allez payer des frais, vous allez prendre des risques. C'est pas une solution que je recommande. Ce que je vous recommande, c'est plutôt de vous diriger vers des banques privées dans le pays dans lequel vous avez investi. Je vous donne un exemple très concret qui est mon propre cas. J'ai ouvert un compte bancaire dans une banque privée ici en Thaïlande qui est une association entre une banque thaïlandaise et une banque suisse. Pour ouvrir un compte dans ce type de banque, vous avez besoin de faire un dépôt de l'équivalent de 300 000 $. Cet argent doit être investi au travers de fonds qui sont gérés par cette banque privée. Généralement, vous allez avoir des frais qui avoisinent les 1%, généralement un peu moins, mais attendez-vous à 1%. Et vous n'allez pas forcément avoir des super rendements. Par contre, vous allez avoir la certitude que lorsque vous allez avoir de l'argent dans une monnaie locale, dans un pays émergent, que vous les déposez, que ce soit par virement ou en cash directement dans la banque, qui vont vous permettre d'effectuer une transaction, donc d'une conversion de votre devise, par exemple Thai baht vers euro ou Thai baht vers dollar, à parmi les meilleurs frais de conversion du marché, et ensuite ils vont vous permettre d'envoyer votre devise étrangère vers un autre pays. Et la condition à respecter, c'est toujours de garder ces 300 000 $ qui sont en train de travailler au sein de la banque. Nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, des opinions. Et comme promis, vous retrouverez les deux liens dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Sawadee krap.